Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Ce podcast est soutenu par une entreprise dont je suis fan et que je suis depuis longtemps, Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels, avec ses marques engagées qui reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Mille merci à notre partenaire officiel. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. Mon invité du jour dépoussière les vieux divans de la psychanalyse. Pour cette psy, le jeu de questions-réponses du soignant n'est pas la seule voie d'accès à l'inconscient du malade. La science de Freud ne permettrait même qu'une compréhension partielle de la souffrance psychologique. Le problème de la psychanalyse classique, c'est qu'elle ne s'adresse qu'à l'esprit rationnel de l'être humain. Ce mode de traitement fait l'impasse sur notre dimension mystique. La spiritualité est pourtant une voie incontournable vers la guérison. Dans ces séances, elle combine la psychanalyse à l'hypnose, la respiration holotropique et le chamanisme. Ces états modifiés de conscience permettraient une guérison de l'âme. J'ai le plaisir d'accueillir Martine Gerco, avec qui nous allons parler de thérapie intégrative, incluant les états modifiés de conscience. Bonjour Martine. Bonjour Anne. Alors cette première question, à vous qui êtes psychologue clinicienne, psychanalyste et psychothérapeute, vous rêvez d'une interdisciplinarité qui feront fi des clivages en fait entre la psychanalyse et la mystique, entre intra-analytique et extra-analytique. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui l'évolution des différents courants thérapeutiques ? Comme je l'ai écrit, moi je rêve de cette interdisciplinarité où il n'y aurait plus de clivage entre les différentes approches et je crois que ça serait vraiment extraordinaire pour le bien-être du patient. Comme je dis souvent qu'il est dommage qu'il y ait de tels clivages entre la médecine classique et la médecine holistique. C'est un exemple que je cite souvent, mais j'aime à le répéter en espérant que ce sera entendu, qu'un patient qui a un cancer aura beaucoup plus de chances de rémission si il est traité à la fois par la médecine classique et par la médecine holistique. Et ça entraîne aussi une prise en charge globale du patient et puis aussi une prise en charge personnelle du patient qui n'est pas uniquement dans les mains d'un savoir, mais qui bénéficie d'une pluralité d'approches. Et je pense à une de mes patientes qui a eu un cancer du sein, qui a été extrêmement bien opérée, qui a eu des séances de radiothérapie et elle disait elle-même que si elle n'avait pas fait des séances de psychothérapie, moi je la suivais en psychothérapie, des séances d'acupuncture, elle voyait un homopathe, elle faisait du yoga, elle n'aurait pas pu aller aussi facilement vers le chemin de guérison. Et elle avait pendant plusieurs mois été uniquement suivie sur un plan médical. Elle galérait, c'était extrêmement compliqué, jusqu'à ce que l'on parle ensemble de cette pluralité d'approches, et à ce moment-là, il y a eu une espèce de d'efflorescence thérapeutique. Et là, elle va très bien. Donc, il en va de même pour tout ce qui est du domaine psychique. Il est dommage que les psychanalystes restent dans leur chapelle et que les thérapeutes dits transpersonnels ou humanistes restent dans leur chapelle sans inclure la psychanalyse. C'est très important de pouvoir se mêler les uns aux autres et de pouvoir se compléter. Oui. On est tous complémentaires les uns des autres et c'est justement nos différences qui font notre richesse. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous redire ce qu'est un travail transpersonnel ? Vous qui êtes l'auteur de ce livre remarquable, moi j'ai adoré tant l'écriture, le fond que la forme, qui s'appelle Une psy parle aux esprits aux éditions, chez Mama Éditions. Peut-être revenir sur ce travail transpersonnel. Oui, alors le mot transpersonnel, il a été créé par Jung, et qui est transpersonnel, c'est ce qui va au-delà de l'ego, au-delà de la personne. Freud et Jung étaient alliés au départ, et ce qui les a séparés, c'est la théorie sur la sexualité de Freud, et puis aussi la démarche mystique de Jung. Freud, c'était très important pour Freud que la psychanalyse ne fût pas ravalée à la mystique, à l'ésotérisme, à quelque chose d'occulte. Donc c'est important qu'elle soit considérée comme une science. La question que je me pose maintenant, après 40 années de pratique, est-ce que la psychanalyse c'est une science ? Puisqu'on parle de l'inconscient, on en parle, l'inconscient, mais on ne le voit pas. Oui. C'est de l'invisible, l'inconscient. Et c'est pourtant la partie la plus importante de nous-mêmes, puisqu'on l'appelle inconscient, mais c'est elle qui nous régit.
Et le travail du psychanalyste, c'est d'aider le patient à rendre conscient ses mécanismes inconscients. Et à la fin de sa vie, Freud disait que s'il devait revivre, il s'intéresserait de beaucoup plus près à l'occulte. Il est connu effectivement pour avoir prononcé ce type de paroles. Tout à fait, tout à fait. Et puis il écrit de très beaux textes sur la télépathie. Il s'est intéressé à tout cela, mais dans le secret. Quand la psychanalyse naît à Vienne, Vienne est une ville extrêmement antisémite, très conservatrice, et il ne faut surtout pas qu'elle soit identifiée au judaïsme, à la mystique juive, parce Freud vient d'une famille de mystiques. Il a un grand-père ou un arrière-grand-père qui est talmudiste, kabbaliste, et puis ce travail sur le mot, sur l'inconscient, c'est totalement juif. La psychanalyse, c'est une approche très très juive, très talmudiste. Dans le judaïsme, on parle du pile-poule, on déchiffre les mots, une question renvoie à une autre question, c'est un questionnement incessant. Et c'est ça la psychanalyse. C'est un questionnement incessant qui nous permet de grandir et de nous individuer. Alors, le transpersonnel, donc moi j'ai une approche transpersonnelle qui n'exclut pas la psychanalyse classique, parce que pour moi la psychanalyse freudienne, ce sont les racines qui vont permettre à l'arbre de s'ériger. Si on est uniquement dans le domaine spirituel ou mystique, on ne peut pas s'enraciner. Moi, j'aime beaucoup l'approche jungienne, mais je trouve qu'elle manque de la rigueur clinique dans son cadre. Et je pense qu'il est souhaitable, comme l'a fait Stanislas Grof, c'est d'inclure les deux approches. C'est le père de la respiration holotropique, on y reviendra longuement. Alors, vous vous intéressez dans votre pratique aux états de conscience modifiés, justement, ou qu'on appelle aussi les états non ordinaires, avec des outils comme la respiration holotropique, la régression sous hypnose, le MDR, le chamanisme, la danse, la peinture, le tambour, les plantes entéogènes, le jeûne aussi. Là, j'en ai cité plusieurs. Alors, j'imagine que dans une pratique, vous ne mettez pas tout dans un shaker pour tout utiliser. Non, et surtout pas les plantes entéogènes. On n'a pas le droit en France. Alors, les outils psy plus classiques vous ont semblé insuffisants pour des souffrances non psychogènes. Alors, c'est-à-dire, justement, comment est-ce que vous utilisez ces outils, par exemple ? En fonction de... Bon, les patients viennent me voir d'abord parce qu'ils savent que j'ai une formation classique, ce qui est un garant de sérieux, parce qu'il y a une telle efflorescence d'approche que le public, qui est en quête d'un thérapeute, ne sait plus à qui s'adresser. Donc, ils savent que je suis psychologue clinicienne, psychanalyste, et que je suis un peu comme une artiste avec une palette dotée de différentes couleurs, et en fonction du patient qui vient me voir, de sa demande, de ce que je ressens de cette demande et de sa souffrance, je vais harmoniser les couleurs entre elles. Alors, les états modifiés de conscience, c'est sûr que c'est passionnant, ça séduit énormément, mais il y a quand même des contre-indications. Je ne mettrai jamais quelqu'un en état modifié de conscience s'il a un moi fragile, s'il a une fragilité psychologique, une difficulté d'ancrage. À ce moment-là, il n'y a rien de tel que d'avoir le patient face à face pour l'aider à s'ancrer. Un patient qui est sous médicament, vous ne mettez ni sous hypnose, vous ne lui proposez pas de MDR ou de pratiquer la respiration holotropique. Ça serait une hérésie. Il faut vraiment raison garder. Oui, donc en fonction de la personne que vous avez en face de vous, vous puisez dans votre palette d'outils pour voir ce qui est adapté de faire, c'est ça ? Oui, parce qu'on a beaucoup parlé de l'approche chamanique, de la respiration holotropique. Alors, donc les gens viennent avec une demande. Voilà, j'aimerais suivre avec vous, faire avec vous ce parcours. Mais d'abord, il y a une anamnèse. J'ai plusieurs entretiens préliminaires avec le patient qui vont me permettre de cerner quelle sera l'approche la plus efficace pour lui. Et ça sera assez souvent l'approche la plus efficace, la plus thérapeutique, ne sera pas nécessairement celle pour laquelle il est venu me voir. Oui, bien sûr. Il n'y a pas d'effet magique. Oui, bien sûr, c'est vous qui faites aussi de l'analyse. Alors, ce sont des événements qui, dans votre vie, comme des agressions graves, qui vous ont conduite à vous intéresser à ces thérapies. Qu'est-ce qui a eu comme moment de bascule qui a fait que vous avez eu envie de, ce que vous racontez aussi dans votre livre, de vous intéresser à tout ça? Alors, la respiration holotropique, ça n'est pas un événement dramatique qui m'y a conduite. Je faisais partie, je me suis beaucoup intéressée il y a 30 ans au NDE, Near Death Experience. Les expériences de mort imminente, et je faisais partie de l'équipe de Jans, en anglais c'est International Association for Near Death States. Et puis là, un jour, donc il y a
35 ans, je vois pendant une réunion un soir un flyer qui traînait sur une table et je vois séminaire. Non, c'est pas ça. Un jour, je suis chez moi et ça c'est important parce que les synchronicités jouent. Je reçois un jour, tout à fait par hasard, fortuitement. Je vais commencer depuis quelques années ma pratique analytique et je vois Mort et Renaissance, séminaire de respiration holotropique d'après les travaux de Stan Grof. Mort et Renaissance. Bon, moi je suis Verseau Scorpion, donc les différentes morts suivies de Renaissance, je connais. Et puis le mot Stanislas Grof, ça m'a été totalement familier comme nom, mais je ne le connaissais pas. Et j'ai eu envie de suivre le séminaire. Puis je me suis dit, bon, ça fait pas très longtemps que tu as commencé ta pratique. Mon reste s'inscrit dans la psychanalyse. Puis un soir, je participais à un séminaire chez Jans et je vois un flyer qui traîne sur une table et qui annonce un séminaire de respiration holotropique. C'était quelques années après avoir reçu. Et là, j'ai su que c'était le moment. Donc, j'ai participé à ce séminaire et là, j'ai vécu une expérience transpersonnelle. Oui. Qui a été déterminante pour moi. Et là, pendant cette expérience, j'étais dans un état, en fait, que j'avais toujours subodorer ou rêvé la nuit, mais que je n'avais jamais vécu ici et maintenant, dans cette réalité. Et donc là, tout a été facile. Je me suis inscrite à la formation aux États-Unis avec Stanislas Grof. Et là, j'ai pu vivre des expériences que je n'avais jamais rencontrées dans ma psychanalyse, qui a été très très longue, puisque lorsque vous êtes psychanalyste, eh bien, vous avez une analyse qui dure des années, 3 fois par semaine, plus les supervisions, les contrôles. Bon, c'est vraiment un engagement total. Et là, ça a été, j'ai rencontré l'être que j'étais vraiment dans sa totalité, dans sa globalité. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quand même en quoi ça consiste, la respiration holotropique ? Alors, la respiration holotropique, donc, elle a été créée par Stanislas Grof, qui est un psychiatre américain d'origine tchèque, qui est aussi psychanalyste. Et puis un jour, à l'hôpital Saint-Charles, il n'habitait pas encore aux États-Unis, il était chef de service en psychiatrie à l'hôpital Saint-Charles à Prague, et il reçoit du docteur Albert Hoffman, excusez-moi, qui était le directeur des laboratoires Sandoz, une caisse de LSD. Et Hoffman demande à Grof de l'appliquer à ses patients. Et comme Stan, on l'appelle Stan, quand on est familier de lui, est quelqu'un de très intègre, il n'a pas voulu le proposer à des patients sans l'avoir lui-même essayé. Donc, pendant plusieurs mois... Mais c'était du LSD thérapeutique. C'est du LSD thérapeutique. Et pendant plusieurs mois, il va s'injecter régulièrement des doses de LSD. Et pendant ses voyages, il va avoir accès à tout un matériel mnésique, mémoriel, qui l'a totalement surpris. Il a revécu sa naissance, la période gestative, donc la période intra-utérine, des événements familiaux dont il n'avait jamais entendu parler. Il a revécu aussi des expériences archétypales. Et, je vais vous passer sur le type d'expériences que l'on peut rencontrer, parce qu'elles sont multiples. Et il s'est dit, mais c'est un outil absolument extraordinaire. Donc, il a rédigé pendant des mois et des mois toutes ces expériences. Il les a lues à ses confrères qui ont voulu eux-mêmes essayer. Et quand il a été prêt, il l'a appliqué à des patients, des patients névrosés, comme vous et moi. Mais surtout, là, ce qui a été extraordinaire, il l'a proposé à des patients en fin de vie. Et les patients en fin de vie ont pu approcher leur mort prochaine avec beaucoup plus de sérénité, puisqu'ils ont réalisé en fait que la mort était un passage. Et il y a un très très beau livre, moi, qui m'a interpellée très profondément suite aux travaux de Grof, qui est un livre de Laura Huxley, qui était la femme d'Aldous Huxley, vous savez, celui qui a écrit Le meilleur des mondes. Et Aldous Huxley, qui était un philosophe, a eu un cancer de la langue et il a souffert le martyre. Jusqu'au jour où sa femme lui a administré du LSD. Parce que lui-même avait fait beaucoup de recherches autour des substances antéogènes. Et là, il y a quelque chose qui s'est apaisé en lui. Et il est mort en totale sérénité, en décrivant point par point, pendant sa mort, les différentes étapes du bardo. C'est bluffant quand même. Ah non, mais... Et ce livre, je pense pas qu'il ait été traduit en français, ça s'appelle « This Timeless Moment », ce moment sans fin. Et c'est... Donc, si vous voulez, quand
maintenant regarde tout cela, pendant des années, je me suis dit, mais c'est tellement dommage que le LSD soit interdit. Il a été autorisé pendant des années dans le monde occidental, jusqu'à ce que le LSD soit utilisé de façon profane, sans cadre clinique. Alors évidemment, il y a plein d'excès, mais lorsque le LSD était utilisé dans un cadre, dans un setting rigoureux, avec toute la sécurité dont on a besoin pour vivre l'expérience, mais il n'y avait aucun problème, ni aucune habituation, parce que c'est pas du tout une substance addictive. Ça n'est pas une drogue, parce que souvent on dit le LSD c'est une drogue. Non, c'est un amplificateur de la psyché, mais c'est pas une drogue, il n'y a pas d'addiction. Alors maintenant, dans le monde occidental, il y a de nombreuses recherches maintenant qui valident ce type de travail auprès des patients. Et dans le magazine Psychologie de ce mois-ci, vous avez en première de couverture le retour des thérapies psychédéliques. Intéressant. Et ça, je trouve ça génial. Ouais, on y revient. Alors, quels sont les bienfaits de la respiration holotropique ? Vous parliez d'être plus apaisé, d'être serein. Mais est-ce que vous pouvez nous donner d'autres bienfaits ? Est-ce qu'on a aujourd'hui du recul sur ces travaux de recherche ? Et est-ce qu'il y a de nouvelles découvertes en la matière ? Alors, je vous ai parlé de Grof et je vous ai pas dit ce que c'était que la respiration holotropique. Non, on n'est pas allé concrètement dans le... non, parce que je suis prise par... On est parti sur le LSD, mais qui était connexe. Vous en étiez là, effectivement, dans l'histoire. Donc, lorsque le LSD... le gouvernement américain va inviter Grof à faire des conférences, il va ensuite inviter à rester en tant que citizen, citoyen américain, il va devenir américain, etc. Et lorsque le LSD est interdit, il va créer donc la respiration holotropique qui va favoriser le même type d'expérience, mais sans l'adjuvant de la pilule. Oui. Donc la respiration holotropique, c'est une respiration hyperventilée, accélérée et ventrale, accompagnée de musiques de trance, des musiques très, très évocatrices, des musiques très pulsionnelles, et qui vont favoriser la puissance du souffle et vous faire rentrer dans un état d'expansion de conscience dans lequel on a accès à des mémoires psychodynamiques, psychologiques, mais qui ont été refoulées parce que douloureuses. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est cette reviviscence, ce revécu de la naissance, de la période intra-utérine, et puis aussi l'accès à des mémoires transgénérationnelles, transpersonnelles. Si on croit aux vies antérieures, à des vies antérieures, on peut parler dans des langues qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai tellement d'exemples. Ça fait 30 ans que j'anime des séminaires de respiration holotropique, mais c'est incroyable. Mais là aussi, il y a des contre-indications, comme je vous le disais tout à l'heure. Oui. Et surtout, ne pas pratiquer la respiration holotropique tout seul chez soi. Et l'originalité de l'approche, c'est qu'il y a un travail extrêmement intensif au niveau du corps. Parce que la respiration peut induire des crispations musculaires, des tétanies, qui sont des expressions de tensions psychologiques qui vont venir se localiser dans le corps. Ouais, comme des mémoires un peu enquistées, c'est ça. Tout à fait. Donc on travaille, c'est un travail néo-reichien. Le thérapeute va travailler sur la cuirasse caractérielle et demander aux patients de faire résistance, résister à la pression et d'émettre des sons. Oui. Donc les pressions sur la cuirasse et l'expression de sons, de cris, libèrent les mémoires. Et c'est tout à fait étonnant. Et après l'expérience cathartique, il y a bien sûr un long moment d'intégration on élabore l'expérience, parce que si vous restez dans l'émotionnel, sans mettre des mots MOTS sur les mots MAUX qui ont pu être vécus, vous repartez avec vos poubelles. Oui, voire même on creuse le pli. Voilà, donc c'est vraiment important de mettre en parole, de mettre en mots ce qui a été vécu et de faire un travail analytique, d'analyser, de symboliser ce qui a été vécu. Alors ça prend aussi sa source dans le Rebirth, c'est ça, qui a été initié, vous parlez des travaux reichiens à l'instant, William Reich, c'est le cas ? Alors, c'est sûr, Léonard Orr, c'était pas un thérapeute, il était pas psychothérapeute, et sa méthode, en fait, la respiration hyperventilée, elle est pratiquée par tous les grands mystiques. Oui. Léonard Orr n'a rien inventé. Et il n'a pas théorisé. Moi, je déforme Rebirth aussi. Mais ça va beaucoup moins loin parce que il n'y a pas de travail au niveau du corps, il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'intégration. Donc, souvent, les praticiens qui pratiquent le Rebirth vont faire respirer la personne. Bon, et ça dure 1 heure et puis après, ciao. Alors que c'est vraiment important qu'il y ait une élaboration verbale et puis de travailler au niveau des tétanies. Parce que c'est ce travail au niveau du corps... Des cuirasses, en fait, oui. Qui va permettre aux mémoires de s'ouvrir.
de se libérer et puis de disparaître quand elles ont été douloureuses. Donc l'originalité de Grof, parce qu'il est psychiatre, il est psychanalyste, donc c'est un clinicien. Oui. Or, n'était pas un clinicien. Alors justement, tout à l'heure, je demandais quelles étaient aujourd'hui les dernières recherches un peu. Est-ce que ça se développe beaucoup, la respiration holotropique, en tout cas aux États-Unis? En France, on en parle peut-être un petit peu moins. En France, on en parle moins parce que les Français sont frileux, parce qu'il y a des guerres de chapelle, il y a des guerres de clans, et que chacun cherche un peu à préserver ce qui lui est propre. Et maintenant, si vous voulez, après 40 ans d'expérience, je me suis autorisée à écrire tout cela. Il est évident qu'avant, peut-être, j'aurais été plus craintive. Et je me dis, ça me fait penser à un livre de Dolto que j'avais adoré, qui est paru quelque temps avant sa mort. Bon, elle avait 80 quelques années. Je crois que ça s'appelle Autobiographie d'une psychanalyse. Ce sont des interviews. Et elle ose dire qu'elle est très en lien avec son mari Boris, qui est dans l'au-delà et qu'ils se parlent. Françoise Dolto, lacanienne, qui dit ça. Ouais. Et puis que lorsqu'un patient va mal, notamment un enfant psychotique, quand elle le raccompagne à la porte de son appartement, elle le confie à ses guides. C'est intéressant quand même. Je trouve ça génial. Il faut toujours écouter ces grands penseurs en fin de vie, visiblement. Voilà, ils ont des choses à révéler intéressantes. Ils n'ont plus rien à prouver. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on va dire? Bon, ils sont libres Oui, bien sûr. Ils sont libres. Et je parle d'un de mes vieux analystes que j'ai adoré, qui s'appelait Octave Manoni, qui avait été un compagnon de Lacan. Mais il était d'une telle liberté de penser, d'une telle ouverture et d'une telle gentillesse. Et c'est ça aussi que souvent les psychanalystes ont oublié, parce qu'ils sont souvent claquemurés derrière une théorisation toute puissante. Ils oublient ce sont des êtres humains et que eux aussi, ils ont souffert à un moment de leur vie. Et ça, on ne doit pas l'oublier. Oui. Alors, vous dites à propos de la respiration holotropique que vous avez découvert le plaisir de la métamorphose. Alors, comme ce podcast s'appelle Métamorphose, j'ai trouvé ça très, très charmant. Et Georges Grodek, que vous citez, dit l'alpha et l'oméga de toute thérapeutique est de respirer à fond, justement. Alors, c'est aussi métaphoriquement, mais c'est sûr que lorsqu'on ouvre sa capacité respiratoire, on s'ouvre à la vie. Et puis aussi, notre rapport à notre corps change. Quelqu'un qui est voûté, j'en ai vu dans mes groupes, qui arrivent en thérapie, sont voûtés, ils n'arrivent pas, leur souffle est coupé. Et puis, au fur et à mesure qu'ils vont apprendre à respirer, il y a une ampleur qui se crée. Ils se redressent et ils respirent la vie. L'important, c'est de respirer à fond. Mais aussi, c'est de respirer la vie, c'est d'ouvrir les fenêtres, c'est d'ouvrir les volets de son être. C'est ça qui est vraiment important. Et c'est ce que permet le travail psychothérapeutique dans une approche plurielle. Si c'est uniquement une approche verbale, je pense qu'on va beaucoup moins loin. Si c'est uniquement une approche corporelle, sans qu'il y ait de symbolisation, sans qu'il y ait d'intégration verbale, ça va pas très loin. Donc, l'important, c'est de pouvoir mixer tout ça. Oui, nous sommes un tout. On est un tout, on est un être holistique. Oui, absolument, ça prend tout son sens. Oui. Voilà, et la respiration holotropique, holotropique, ça vient de holos, la globalité, et tropique, trépéine, se déplacer vers. Donc la respiration holotropique, elle nous met vraiment en face de notre globalité, puisque dans cette approche holotropique, une approche freudienne, puisqu'on élabore, on parle, une approche jungienne, c'est une approche spirituelle, il y a une approche reichienne, au niveau du corps. Il y a Otto Rank aussi, qui a été le précurseur qui a écrit le premier livre sur le traumatisme de la naissance. Donc c'est une approche globale et qui nous globalise. Et ça, je trouve ça merveilleux. Et j'ai essayé sur moi, puisque avant de pratiquer une approche, on la vit sur soi en tant que patient. J'ai été formée aussi à Esalen, en Californie, qui est le point de départ de toutes les thérapies humanistes. Et vraiment, pour moi, la respiration holotropique, c'est vraiment un outil majeur. C'est vraiment un outil qui nous permet de travailler sur toutes ces strates. Vous parlez aussi de chevauchée immémoriale à propos de la thérapie holotropique, la respiration holotropique. C'est vrai que moi qui pratique un art corporel qui s'appelle le Wu Tao, on parle, qui est très inspiré aussi des travaux de William Reich, on parle aussi de ces chevauchées au niveau du souffle. Qu'est-ce que vous voulez dire par chevauchée immémoriale ? Pour moi, le souffle, effectivement, c'est comme une chevauchée avec différents tempos, avec différents rythmes. Et cette chevauchée, elle nous emmène dans des mémoires sans fin. C'est comme les poupées russes. On vit une mémoire, et puis
ça s'ouvre sur autre chose. Hein, c'est comme des miroirs sans fin. Et c'est ça, dans la respiration holotropique, il y a quelque chose qui se continue, qui se poursuit sans fin. Oui. Et chaque fois que l'on pratique une expérience holotropique, c'est différent. Quand on se rend régulièrement chez son thérapeute, on a vraiment l'impression que l'on répète les choses. Or que si on fait confiance à la dimension du souffle, à ce moment-là, le souffle nous emmène. Le souffle, c'est un peu le cheval. Oui. Mais pour que le souffle vous emmène, c'est vraiment important que vous vous engagiez dans le souffle. C'est-à-dire qu'il y a un effort à faire. Ça se fait pas tout seul. Si vous ne respirez pas, ça peut être fatigant. Si vous n'allez pas profondément à l'intérieur de vous et donner de vous-même dans l'inspire et dans l'expire, rien ne se passera. Il y a quelque chose aussi de volontaire, de participatif, de coopératif. Oui. Et l'important, c'est la seule intention à avoir, c'est je me donne au souffle, voilà, au départ. Et puis après, c'est le souffle qui vous emporte. Mais si vous vous endormez et puis vous dites c'est fatigant, je suis fatigué, et que vous ne respirez pas, rien ne se passera. Or que si vous prenez du LSD, c'est la pilule qui fait son boulot. Oui. C'est quand même une différence majeure. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Alors, quel pont, Martine Gierko, faites-vous entre la respiration holotropique et le chamanisme, ou plus exactement le core shamanism? Vous avez fréquenté pendant 3 ans une école de chamanisme occidental à Santa Fe avec Sandra Ingerman et Michael Harner aux États-Unis. Qu'est-ce que vous avez découvert à ce moment-là? Alors, 3 ans, oui, j'ai suivi l'enseignement des 3 ans de la FSS, qui a été créée par Foundation for Shamanic Studies, qui a été créée par Michael Harner, mais bon, ça fait des années, beaucoup plus que 3 ans. Oui, il est décédé, d'ailleurs. Oui, voilà. Oui. Donc, il y a un enseignement sur 3 ans, mais j'ai fait tous leurs enseignements, j'ai suivi tous leurs séminaires sur plusieurs années. Et puis, idem pour Sandra. Vous savez, l'enseignement, il n'est jamais terminé. Bien sûr, on est en chemin, heureusement. On est toujours en chemin. et c'est ce que je trouve passionnant dans la vie. C'est toujours s'ouvrir des portes continuellement. La respiration, comment j'ai connu le chamanisme, comment j'ai connu Michael Harner? Par Stan Grof, puisque Stan Grof l'invitait à venir faire des conférences pendant la formation, et il nous a initiés au voyage au tambour, et puis ensuite j'ai souhaité poursuivre. Donc en fait, ce qui m'intéresse, c'est surtout les ponts que vous faites entre les deux, entre la respiration holotropique et ce qu'il appelait, ce qu'elle appelle toujours le core shamanism. La respiration holotropique, c'est un état chamanique. L'état chamanique, c'est un état de conscience non ordinaire, auquel on peut accéder par le souffle, par le tambour, par la pulsation régulière du rythme du tambour, par le jeûne, par des différents types de déprivation sensorielle. Donc pour moi, il n'y a aucune différence, je dirais, entre l'état de conscience élargi avec la respiration holotropique et avec le tambour. Et souvent, quand je fais, par exemple, un soin chamanique, je propose, ou bien quand je propose aux personnes de rencontrer un animal de pouvoir, au son du tambour. Parfois, ils n'y arrivent pas. Un animal de pouvoir, c'est un animal totem, c'est ça. Parfois, ils n'arrivent pas à rencontrer cet animal parce qu'ils sont surpris. Le son du tambour, c'est un son auquel il faut être habitué. Oui. C'est pas un son facile, ça peut être un son très dérangeant. Donc à ce moment-là, je joue du tambour, je fais chanter mon tambour et je leur demande de se mettre en hyperventilation. Donc pour moi, c'est vraiment 2 techniques complètement complémentaires. Puis ensuite, c'est aux thérapeutes, aux praticiens chamaniques aussi d'organiser sa pratique aussi en fonction de ce qu'il est. Pour moi, c'est vraiment indissociable. Oui, les deux sont indissociables. Oui. Et qu'est-ce que vous avez découvert à travers le chamanisme? Vous dites que tout travail psychologique est une odyssée personnelle. Et quels pourraient être les écueils et plutôt les voies à suivre? Justement, on parle beaucoup de néo-chamanisme, on en discutait un petit peu hors antenne. C'est vrai que les gens sont un petit peu perdus, tout le monde a envie de se dire chaman, de faire du chamanisme, mais ça devient un peu n'importe quoi. Mais c'est grotesque. Et là, je m'érige. Les gens vont faire 2 séminaires, ils vont dire qu'ils sont chamans. Non. Et Michael, Harner et Sandra ne disaient jamais qu'ils étaient chamans. Ils disaient qu'ils étaient des occidentaux avec une pratique du chamanisme. On ne dit pas qu'on est chaman. On en parlait tout à l'heure, les chamans sont ceux qui appartiennent au peuple premier, qui vivent dans la nature, qui sont en contact avec cette vivance de la nature. Nous, on habite la ville. Donc, on a une connexion avec le monde qui est totalement différente. On est des occidentaux. Et je crois que c'est important aussi de ne pas perdre de vue
d'où on vient. Oui. Moi, j'ai voyagé dans plusieurs cultures, le bouddhisme, le soufisme, j'ai même être soufi, l'hindouisme, j'ai une passion pour l'Inde, je vais des maîtres en Inde, mais in fine, j'ai jamais quitté la source d'où je venais. Et je trouve que tout se complémente, tout s'alchimise. Et quand j'ai pris de l'ayahuasca, j'avais pas des expériences comme les autochtones. J'ai jamais vu le jaguar, le boa et tout. J'avais des expériences qui m'appartenaient. Alors peut-être que si j'avais pris de l'ayahuasca au Pérou, ça aurait été différent parce qu'il y a la terre aussi qui vient in situ. Oui, la vibration de la vibration. Terre. Ouais. Mais jamais je me suis référée à la culture de l'ayahuasca quand j'en prenais. Je ne sais pas si vous comprenez. Absolument, oui. Vous voyez, on ne doit pas perdre de vue d'où l'on vient. Et ce sont nos racines. Bien sûr. Et si on perd ses racines, à ce moment-là, on se déconnecte de la réalité. Et c'est aussi ce dont on parlait hors antenne. Oui. Et le corps chamanisme, c'est quoi alors? Qu'est-ce qui vient? Le corps chamanisme, c'est le chamanisme qui a été reconstitué par Michael Harner à partir de ses études auprès des Jivajo, il a pris beaucoup d'ayahuasca en Amazonie, et puis il s'est intéressé aux traditions amérindiennes aussi. Il a reconstitué une espèce de corpus adapté aux Occidentaux. Et ce que je vous disais, c'est qu'il n'acceptait jamais personne dans ses formations qui n'ait fait un travail psychothérapeutique. Et il nous disait toujours, quand vous aurez une pratique, si un jour vous avez une pratique, brûlez toutes les notes que vous avez prises, parce que c'est là aussi le danger, c'est que le chamanisme, c'est une approche de révélation directe. Donc, il n'y a aucune théorisation autour du chamanisme. Donc, si on n'est pas déjà ancré en soi, on peut vraiment aller de tous les côtés. En même temps, comment savoir si on est vraiment ancré en soi, dans le sens où ça va ouvrir des portes tellement inconnues que est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'on vérifie si justement on est ancré ou pas? Absolument. Et pour devenir chaman, il y a le chaman va vivre une crise initiatique qui s'appelle le démembrement. C'est écrit la crise initiatique, ça peut être une crise psychotique, un accident, une maladie très grave dont il va se tirer. Et moi, j'ai vécu 2 expériences durant lesquelles j'aurais pu mourir et qui ont été à l'origine vraiment de mon engagement dans cette voie. Oui, on revient à ma question du début. Oui. Ouais. Ça a été la première, j'en parle dans mon livre, je suis agressée chez moi par 3 gangsters qui font éruption dans mon cabinet et l'un pose un revolver armé sur ma tempe. Bon, je vais la faire courte, tout est écrit dans mon livre. Oui. Et donc je m'en tire, mais le soir, je suis très mal. Et un de mes filles s'appelle un copain psychiatre qui me dit, mais écoute, je vais venir et je vais te mettre sous neuroleptique. Non, pas neuroleptique parce que je suis pas délirante, mais sous anxiolytique et antidépresseur. Je dis, écoute Pierre, on attend 2 jours, je vais prendre mon tambour, j'ai une approche du chamanisme, je vais prendre mon tambour et puis je vais me connecter à l'univers et je vais voir ce que je vais obtenir comme réponse. Donc je prends mon tambour et je me dis, Martine, il y avait une voix intérieure, fais confiance. Donc, et je demande à mes esprits guides, comment puis-je me libérer, me guérir de ce stress post-traumatique? Et la réponse a fusé très très clairement, pain, en français et en anglais, parce que je suis dans les 2 langues. Et à l'époque, j'habitais dans le 6e, à Montparnasse, donc j'ai acheté tout un matériel. Et pendant à peu près 9 mois, j'ai peint sans arrêt. Entre les patients, la nuit, je n'étais jamais fatiguée. Je n'avais jamais appris à peindre. Oui, ça vous avait jamais. Oui. Donc, c'est la création, en état d'expansion de conscience, qui a émergé. Et comment elle a émergé et pourquoi elle a émergé? Parce que j'avais vécu cette crise, qui était comme une crise de démembrement. Idem avec la 2e agression. Avant d'être agressée, j'étais avec un patient. Et j'entends une voix me dire, tu ne vas pas ressortir vivante, tu vas être menacée d'un poignard. C'est étonnant quand même, parce que les 2 histoires se ressemblent. Vous êtes agressé chez vous dans les 2 situations. Bon, 2 appartements différents. Et cette voix que j'ai entendue, avec le patient précédent, le dernier patient qui va m'agresser, cette voix en clairaudience, je me suis dit, mais t'es complètement folle. Je pensais que c'était le patient qui était dans mon cabinet qui allait m'agresser. Et c'est le patient suivant. Et quand il m'a menacé d'un poignard, ce patient, à ce moment-là, il y a une force qui m'a propulsée de mon fauteuil et j'ai sauté du 1er étage. Et je me suis tout cassé.
Dans mon dos, j'ai une arthrodèse, j'ai eu 3 vertèbres lombaires de brisées, j'ai le bras encloué, j'ai une double fracture de l'humérus. Bon, je vais pas revenir là-dessus. Mais j'ai utilisé, si vous voulez, cette deuxième expérience. Donc, j'ai été immobilisée pendant 2 mois. Enfin, combien de temps se passe entre les 2 événements? La première agression, ça a lieu pratiquement 1 an jour pour jour après le décès de mon père. C'était en 2007. 9 ans. D'accord. Ah oui, donc il se passe quand même du temps entre les deux agressions, ouais. Et donc, je me suis dit, mais je dois donner du sens à ce qui s'est passé. Et pour moi, c'était des crises de démembrement. Vous l'avez su après, ça, ou vous le saviez déjà? Je savais déjà. Ouais. Et je me suis dit, mais oui. Et puis 9 ans après, c'est un cycle. Oui, c'est vrai. Et c'est après cette deuxième expérience que j'ai pu mettre en forme aussi mon livre. Parce que j'avais du temps, parce que j'ai pas exercé pendant 6 mois. Mais quand j'ai vécu, j'étais hospitalisée pendant plusieurs mois, il y a la convalescence, j'ai chopé en plus une maladie nosocomiale, donc on m'a opéré 2 fois, enfin j'étais crucifiée. Donc dans ce moment de souffrance terrible, dans ce moment obscur, je dis toujours, mais c'était vraiment la nuit noire de l'âme. Oui. Et puis, petit à petit, il y a la lumière qui commence à émerger. Et puis on s'aperçoit qu'on a des ressources. Donc on est vraiment connecté au cœur de nous-mêmes. Et cette deuxième expérience, qui a été délétère à tous les sens, puisque je suis pleine de ferraille, donc vous le voyez pas. Non, pas du tout. Parce que je suis une résiliente. Donc ça m'a fait aussi changer de niveau de conscience, ça m'a certainement humanisé aussi, ça m'a rendu plus proche de la souffrance de l'autre. Ça m'a appris aussi à m'occuper de moi. Oui. Ça. Donc, ce qui fait que j'enseigne beaucoup et je travaille beaucoup maintenant avec ceux qui viennent me voir autour de la résilience, comment utiliser un traumatisme comme source de croissance. Sinon, on devient victime. Oui. Victime de l'événement. Alors, mais par contre, c'est important, quand vous avez été agressé, quand vous avez été blessé terriblement, d'être reconnu victime par la société. Oui, bien sûr, c'est un autre sujet, ça. C'est un autre sujet. Ouais. Mais là, je parle si on demeure victime. On parle de la victime à l'intérieur de soi. Bien sûr. Donc oui, c'est ça vraiment important. Parce que parfois, les épreuves arrivent comme des wake-up calls, comme des réveils. Et c'est l'âme qui cogne à la porte. Mais réveille-toi. Là, vous avez conscience de ça aujourd'hui. Est-ce que vous arrivez même à aller jusqu'à presque avoir une forme de gratitude par rapport à ce qui vous est arrivé, qui vous a fait grandir, ou ça reste encore quand même... Alors, vous savez que... le mot est peut-être un peu fort. Oui. Donc, il y a le refoulement. Alors, j'ai beaucoup travaillé. Pendant... ça s'est passé il y a 3 ans. Donc, j'ai refait une psychothérapie une fois par semaine. Je travaillais là-dessus. J'étais sous antidépresseurs, je ne m'en cache pas, parce que je pouvais pas... Enfin, j'étais fracassée. Il a fallu que mon corps se rééduque complètement dans une souffrance terrible. Bon, j'ai eu la chance d'être entourée de beaucoup d'amour, mais ça a été une expérience terrible. Et je me dis aussi certainement une expérience initiatique. Et je suis dans la gratitude, non pas par rapport à l'événement, je suis une gratitude par rapport à l'univers, par rapport à la vie, d'être dans l'état dans lequel je suis. Et ça m'a certainement décuplé. Bon, je suis très gourmande de la vie. Et ça a certainement décuplé encore plus mon amour et du fait de la vie. En fait, souvent on perd notre temps, on procrastine, etc. Et moi, je me ressens dans une espèce d'urgence. Mais écoute, ne perds pas de temps. Parce qu'à n'importe quel moment, tu peux être rapté. Tu peux être, et ça, j'ai envie de le dire à tout le monde, on n'a pas de temps à perdre, en fait. Et parfois, on le perd tellement inutilement. Et on se fait des nœuds dans la tête, on psychote, c'est ça, pour des trucs qui en valent pas la peine. Donc, donnons du sens aux choses qui nous importent. Bien sûr, oui. On était sur tout ce qui était... en même temps, je suis touchée par votre histoire. Comment distinguer un bon d'un mauvais chaman, justement, et comment être sûr qu'on est dans un cadre sécuritaire, pour finir un peu sur ce chapitre du chamanisme. Ce qui est le cas du grand chamanisme, mais pour des personnes qui ne se tournent pas vers cette voie, et beaucoup de gens aujourd'hui cherchent des chamans un peu dans tous les coins. Alors, le chaman, pourquoi
Pourquoi on va voir un chaman? On va voir un chaman parce qu'on n'est pas bien dans sa vie affective, parce qu'on a une maladie, parce qu'on est dans une croisée des chemins et on ne sait pas quel chemin prendre. Est-ce qu'on peut vouloir voir un chaman pour simplement s'élever, s'éveiller? Alors, dans l'enseignement de Sandra German et Michael Harner, c'est pas le chaman, enfin, le praticien qui va vous donner les réponses. Il va vous apprendre à voyager, à rencontrer un animal totem ou un guide. Et c'est vous qui allez poser des questions à ces enseignants, que sont les animaux totems et les guides. Quand on fait un soin à quelqu'un, une extraction ou un recouvrement d'âme, on ne donne pas de détails sur ce que l'on a vu. Parce que sinon, c'est mettre la personne, c'est la suggestionner. Oui. Et, vous le dites bien, ça d'ailleurs. Ah ben oui, c'est la personne. Le propre d'un soin chamanique, comme d'une thérapie en fait, c'est de redonner du pouvoir à l'autre. C'est-à-dire que le patient va retrouver son propre pouvoir. Oui. On va pas avoir un chaman, enfin pour moi. Oui, d'être son propre guide aussi. J'en ai rencontré des chamans parce que j'ai voulu tester, mais c'était pipeau. Hein. Le chaman, c'est rencontrer, le vrai chaman, il est à l'intérieur de nous. C'est ça que j'ai envie de dire. Et personne ne peut nous donner de réponse. C'est très important, ça, je trouve, de le dire. Ouais, et que un soin chamanique, ça ne remplace ni un soin médical, ni une psychothérapie. Et un chaman qui vous dit, si vous arrivez, vous allez le voir, ben voilà, j'ai un cancer, voilà, je supporte pas la chimiothérapie, je sais pas quoi faire. Oh, arrêtez la chimiothérapie, arrêtez les médicaments, et moi je vais vous guérir. Vous vous rendez compte quelle arrogance, quelle prise de pouvoir sur l'autre. Donc là, ça doit faire une alerte rouge déjà tout de suite. Ouais. Mais attendez, c'est une prise de pouvoir, c'est une emprise, c'est mettre l'autre sous emprise. Le véritable guérisseur, parce que finalement, le chaman, qu'est-ce que c'est? C'est un guérisseur, c'est un médecin de l'âme, c'est un être qui est éveillé, qui est censé être éveillé. Mais dans les civilisations autochtones, les chamans, ce sont pas nécessairement des êtres éveillés. Il y a beaucoup de rivalité entre les chamans. Il y a des guerres de clans, il se passe beaucoup de choses. Donc là, on est dans le monde occidental. Pour moi, le chaman, c'est un guérisseur. Tel que je me vois moi, parce qu'on me dit tout souvent, mais toi, tu es une chamane. Je dis non, je suis pas une chamane. Au terme de 40 ans de pratique, je dirais que j'adore ce mot anglais, c'est healer. Oui. Parce que il y a healer, to heal and to cure. Donc j'aide les gens à guérir dans leur âme, dans leur être, dans leur esprit. Mais je ne vais pas les guérir s'ils ont une maladie organique. S'ils ont une maladie organique, il faut qu'ils aillent voir un médecin. Et je pourrais les aider à aller mieux avec la complémentarité médicale. Oui. Sachant qu'il y a quand même beaucoup de maladies qui prennent aussi racine dans les émotions, les états émotionnels et psychologiques. Mais pour dire que la maladie est d'origine psychosomatique, encore faut-il que l'on ait fait toutes les investigations médicales, radio, IRM, scanner, biologique, qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas d'organicité pour pouvoir aider la personne à voir d'où s'origine le problème. Que dit l'âme, maladie, qu'a dit l'âme, qu'est-ce que dit le mal. Mais on doit d'abord être sûr qu'il n'y a pas d'organicité. Oui, d'accord. Bon, ça, c'est bien clair là-dessus. Alors, en conclusion, on arrive à la fin de ce podcast. Martine Gierko, ça passe très vite. Comment voyez-vous cette évolution de la quête de soi et de la guérison dans les années à venir, justement, dans cette complémentarité ? J'espère que l'on va vraiment vers une complémentarité, qu'on ouvre des portes, des fenêtres entre toutes ces approches. Sans, comme vous le disiez, sans être dans une espèce de psychomagie caricaturale de je vais te faire un soin en 5 minutes, tous tes problèmes vont être résolus, et à l'inverse, sans être resté enquisté dans des thérapies parfois freudiennes, sans fin, où on tourne en rond. Voilà. Donc vous êtes vraiment dans cette réunion, intégration du meilleur en fait des deux. Et puis je crois que c'est in fine, si vous voulez, c'est vraiment l'accueil, la proximité psychique, spirituelle qui existe entre deux êtres, qui va être guérissante, entre guillemets, qui va pouvoir aider l'autre à faire le chemin. Je pense que c'est pas la technique qui va opérer, mais c'est l'être. L'être. C'est l'être qui est important. On peut parler d'amour aussi à ce moment-là ? Oui, d'ailleurs, il y a un très beau livre d'un médecin américain que j'adore, qui s'appelle
L'amour, la médecine et les miracles. Et c'est l'amour qui est le meilleur remède. Et on voit bien dans le domaine médical que le même médicament donné par 2 médecins différents, avec 2 attitudes différentes, l'un dans une attitude oblative, empathique, compassionnelle, et l'autre, la prescription, le médicament agira différemment. Et que même un placebo donné par un médecin bienveillant, un médecin humain, empathique, le placebo agira, alors que l'autre médicament chimique agira moins bien. Oui, c'est spectaculaire. Oui, c'est vraiment l'attitude que l'on a par rapport à l'autre qui va être thérapeutique. Et c'est pas les techniques. Finalement, la technique, oui. Qu'est-ce que c'est ? Bien sûr. Eh bien, merci beaucoup pour cette conclusion. Oui, allez-y. Oui, j'ai envie de terminer. Pour moi, thérapeute, c'est opérer un art au chevet de l'autre, en fait. C'est très beau, merci. C'est l'art du vivant. L'art du vivant. Merci beaucoup, Martine Gerco. Merci, Anne, pour votre accueil. Avec plaisir. Je rappelle votre livre publié chez Mama Édition, Une psy parle aux esprits. Alors, pour vous inscrire aux thérapies de Martine ou simplement en savoir plus sur cette psychologie intégrative, cette pratique intégrative, rendez-vous sur son site internet psyemergence.com. C'est bien cela ? C'est ça, oui, tout à fait. Parfait, merci. Merci à vous, Anne. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci beaucoup à notre partenaire Léa Nature, une entreprise engagée de nature depuis 27 ans. Premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétiques, diététique et santé. Je rappelle que les marques bio du groupe Léa Nature reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.